élan de développement, le Burkina Faso peut désormais compter sur l'accompagnement de l'Italie et de l'Inde, deux pays dont les ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance ce 30 avril au président du Faso. L'autre coopération qui se porte bien également, c'est celle qui lie le Burkina Faso à la République fédérale d'Allemagne. La chancelière d'Allemagne sera en visite demain à Ouagadougou. Dans ce journal, nous ferons le point de cette coopération avant d'évoquer les enjeux de cette visite avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Le ministre Alpha Bari est l'invité de ce 20h. Dans l'actualité également, le gouvernement décide de l'appurement des dossiers en instance au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale. Un décret relatif a été pris lors d'un conseil des ministres tenu ce mardi. L'exécutif s'est également penché sur d'autres sujets non moins importants. Vous en aurez des détails dans ce journal. Et puis, le sujet suscite la polémique depuis quelques jours à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de la déclassification d'une partie de la forêt de Koua au profit de la construction d'un hôpital de référence. L'avis favorable donné par le conseil municipal ne passe pas chez les syndicats et autres structures de défense de l'environnement. Nous irons à Bobo-Dioulasso pour mieux comprendre cette polémique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, ce matin, au palais de Kosiam, deux nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président du Faso. Il s'agit des ambassadeurs de l'Italie et de l'Inde, deux pays qui réaffirment leur engagement à soutenir le Burkina Faso dans son élan de développement. L'Italie veut traduire ce soutien dans des secteurs sociaux à travers des ONG, à travers que l'Inde oriente son appui vers la production cotonnière. Le compte rendu de Amadou Ardo Ziko. Andrea Romossi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Italie, présente ses lettres de créance au président du Faso. Né le 16 décembre 1972, l'ambassadeur Ramossi a une maîtrise en jurisprudence de l'Université d'Alexandria. Diplomate de carrière, il a occupé plusieurs postes dans les organisations internationales, comme la représentation permanente de l'Italie chargée du désarmement. Les relations diplomatiques entre l'Italie et le Burkina Faso sont principalement orientées vers le social à travers plusieurs ONG telles Medicus Mondi Italia, Terre des Hommes d'Italie, des projets comme Handicap et Inclusion sociale. Ces ONG ont investi environ 3 milliards de francs CFA en 2013 dans le social et la gouvernance au Burkina Faso. À la suite de l'ambassadeur italien, le président du Faso reçoit les lettres de créance du diplomate indien Vishav Singh Chauhan. Ce diplomate de carrière a occupé plusieurs fonctions dans les missions diplomatiques de l'Inde à Bagdad, Washington DC, Le Caire, Rome, Kingston, Dakar et Paris. Vishay Singh est marié et père d'un garçon. Ces deux ambassadeurs de l'Italie et de l'Inde auprès du Burkina Faso ont pour résidence Ouagadougou. Ces lettres de créance signent le dynamisme de la diplomatie burkinabé qui s'ouvre davantage sur l'échiquier international malgré le contexte de l'insécurité qui tente de l'ostraciser. La coopération se porte bien également entre le Burkina Faso et la République fédérale d'Allemagne. Cette coopération se renforce davantage avec la visite de la chancelière allemande demain à Ouagadougou. L'Allemagne et le Burkina Faso entretiennent des liens de coopération depuis 1961. Que peut-on retenir de cette coopération? Élément de réponse avec Moussa Ouedraogo et Pascal Kane. L'Allemagne et le Burkina Faso, c'est une longue et fructueuse relation de coopération. Le premier accord de coopération entre les deux pays date de 1961. Depuis, l'Allemagne a toujours soutenu le Burkina dans ses efforts de développement. En 1977, les deux pays décident même de se concerter périodiquement afin de déterminer ensemble les domaines prioritaires en fonction bien sûr des politiques de développement et de coopération des deux pays. Sur la dernière décennie, c'est plus de 500 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans l'économie burkinabé grâce à la générosité du peuple et du gouvernement allemand. Et donc, c'est un accompagnement des efforts et du développement du Burkina Faso. Et quand nous avons été à Paris en décembre 2016 pour présenter le PNDS, l'Allemagne fait partie des États qui ont pris un engagement fort à accompagner le gouvernement du Burkina Faso.
L'Allemagne fait donc partie des partenaires stratégiques du Burkina Faso. Les pays s'intéressent particulièrement au domaine de l'agriculture, l'eau et l'assainissement, la décentralisation et les droits humains. Plusieurs projets financés par l'Allemagne sont en cours d'exécution dans ces domaines. Et nous avons des projets tels que les projets d'accompagnement aux investissements des communes. C'est-à-dire l'Allemagne intervient dans ce qu'on appelle le Fonds permanent de développement des collectivités territoriales. Nous avons également des projets dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable dans les régions du Mouhoun et donc de la Comoé. Et nous avons également des projets d'aménagement de bassins dans le sud-ouest. Un projet qui est un projet emblématique qu'on appelle donc le PEBASO. L'arrivée de la chancelière allemande Angela Merkel au Burkina est perçue du côté de la Direction générale de la coopération comme la concrétisation de cette vieille amitié. Une raison également de penser que cette coopération se porte bien. Le chef d'État a informé la chancelière qu'il est le président en exercice du G5 Sahel. Et donc, il a sollicité l'accompagnement de l'Allemagne. Je pense, à mon humble avis, qu'il s'agit d'une réponse positive que la chancelière apporte à ces sollicitations en faisant le déplacement de Ouagadougou. En faisant le déplacement de Ouagadougou dans le cadre de la rencontre des chefs d'État du G5 Sahel, la chancelière allemande ouvre également un autre volet de la coopération germano-burkinabé, les domaines de la sécurité. Un soutien de taille de la première puissance économique européenne au pays du G5 Sahel en proie aux attaques terroristes qui sapent leurs efforts de développement. Et comme annoncé, nous recevons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre Alpha Bari. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, la chancelière allemande en visite demain au Burkina Faso, en quoi est-ce que cette visite est un tournant décisif dans la coopération entre l'Allemagne et le Burkina? Eh bien, d'abord parce que c'est la première fois que la chancelière se rend au Burkina. Et ensuite, parce qu'en l'espace de 2 ans, exactement, parce que la première visite du président Roch-Marc Christian Kaboré était en avril 2017. Donc, en l'espace de 2 ans, il y a eu 3 visites, 2 du président burkinabé à Berlin, et on a cette visite de la chancelière donc, à Ouagadougou, ce qui est quand même une performance dans les relations entre 2 pays, surtout un pays européen de cette envergure, de cette taille, donc, puisque l'Allemagne, c'est la première puissance économique en Europe. Et c'est assez important et c'est un partenaire bilatéral important pour le Burkina Faso et le reportage l'a montré. Et au niveau multilatéral aussi, puisque l'Allemagne est dans l'Union européenne, l'Allemagne aussi vient ici dans le cadre d'un sommet du G5 Sahel. Et donc, à tout point de vue, cette visite est une visite assez importante dans les relations entre le Burkina Faso et donc ce pays, mais également donc pour le développement et la sécurité au Sahel. Et justement, Angela Merkel prendra part au sommet extraordinaire du G5 Sahel. Concrètement, que peut-on attendre de l'Allemagne par rapport à cette question cruciale de la sécurité? Déjà, il faut savoir que l'Allemagne a déjà été présente lors du sommet de la CEL Saint-Cloud en décembre 2017 donc en France sur le G5 Sahel. Également, l'Allemagne était autour de la table à Bruxelles en février 2018 pour le financement de la force conjointe du G5 Sahel. L'Allemagne a répondu présent également pour le financement du PIP, le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, et également dans sa composante d'urgence avec le programme de développement d'urgence. Et puis, l'Allemagne est co-initiatrice donc de l'Alliance Sahel qui donc est un accélérateur des projets de développement au Sahel. Donc c'est un partenaire important à tout point de vue. Et lors de la dernière visite du président du Faso, au cours du déjeuner
des travails que les deux chefs d'État ont eu, le président du Faso avait invité la chancelière à se rendre donc au Burkina Faso, venir rendre visite au Burkina Faso en tant que pays partenaire, mais également en tant que pays qui préside le G5 Sahel. Et en dehors de l'Allemagne, Monsieur le ministre, on a vu l'accréditation de 2 nouveaux ambassadeurs avec résidence au Burkina. Je vais parler de l'Italie et de l'Inde. Est-ce qu'on peut affirmer avec fierté que la diplomatie burkinabé se porte bien? Ben oui, je pense que la diplomatie burkinabé se porte bien. Et là, c'est un signe fort de cette diplomatie qui se porte bien, avec donc à sa tête en premier le chef de l'État lui-même, le président Roch-Marc Christian Kaboré, puisque c'est en fin 2017, précisément en octobre, que lors d'une visite à Rome, c'était une visite auprès du Vatican, mais le président Roch-Marc Christian Kaboré avait profité de cette visite et dans un entretien avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque pour plaider pour une ambassade résidente au Burkina Faso, et il nous appuyait donc dans nos démarches que nous faisions avec les Burkinabés qui sont nombreux, parce que l'Italie et le Burkina Faso, j'ai dit, c'est deux pays qui ont une relation, je peux dire, assez humaine, puisque on dénombre au moins 20 000 Burkinabés en Italie. Bon, pour parler plus simplement, on connaît nos frères Bissa qui sont nombreux en Italie et qui réalisent d'ailleurs de belles choses au pays. Et j'ai même demandé à l'ambassadeur le jour de la présentation des copies figurées de tout faire pour rendre visite dans cette région du pays pour voir ce qui se fait. Donc, nous avons une diplomatie qui marche avec un soutien fort du premier responsable qui est le président du Faso. C'est également le cas avec l'Inde qui ouvre une ambassade résidente après plusieurs années de fermeture, et c'est la première fois que c'est un ambassadeur plénipotentiaire résident, puisque avant c'était juste un chargé d'affaires. Et donc ces démarches également ont été soutenues par le président du Faso lors de sa visite à New Delhi. Il avait expressément fait la demande auprès du Premier ministre indien en marge du sommet sur l'Alliance solaire mondiale. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau pour parler de coopération, notamment la visite demain de la chancelière allemande à Ouagadougou. Et dans la suite de ce journal, le président du Faso a reçu ce matin la sous-secrétaire générale des Nations Unies, par ailleurs coordonnatrice du mouvement pour le renforcement de la nutrition dans le monde. Les échanges ont porté sur le financement de la nutrition au Burkina Faso. Le même sujet était au menu des échanges entre la même personnalité et le président de l'Assemblée nationale. On fait le point complet avec Amadou Ardo Ziko et Tanga Kafando. La sous-secrétaire des Nations Unies, Gerda Verboom, reçue par Roch-Marc Christian Kaboré. La coordinatrice du mouvement pour le renforcement de la nutrition est venue solliciter le leadership du président du Faso pour un plaidoyer national en faveur de la nutrition au Burkina Faso. Gerda Verboom a également plaidé pour une meilleure synergie entre ministères, OSC et tous les leaders sociaux qui peuvent contribuer à la réalisation de cette politique nationale de la nutrition. Étant donné la situation actuelle du Burkina, il y a un besoin fort et peut-être encore plus fort à l'heure actuelle de coordination. Et c'est la raison pour laquelle nous avons rencontré le président du Faso. Nous lui avons demandé d'utiliser sa position et de mener ses efforts, cette coordination, en utilisant son aura et son leadership en tant qu'ambassadeur de la nutrition pour le continent africain. Because the Minister of Health is doing Le ministre de la Santé ici présente fait un travail formidable, mais d'autres secteurs sont impliqués et on a besoin d'autres ministres. On a besoin du ministère de l'Agriculture, de la Protection sociale, de la famille, du genre, de la femme, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement et beaucoup d'autres, y compris le ministre des Finances, pour faire partie de cette coordination et permettre aux interventions d'avoir un impact. Avant son passage à Kosiam, la sous-secrétaire des Nations Unies était hier à l'hémicycle où elle a salué le rôle des parlementaires dans le renforcement de la nutrition avant de leur demander un appui pour son plaidoyer.
Ce mardi, au palais de Kosiam, il y a eu un conseil des ministres marqué par l'adoption de plusieurs décrets. La plupart de ces décrets concernent le ministère de l'Éducation nationale où les syndicats haussent le ton pour le respect des accords signés avec le gouvernement. Le conseil s'est aussi penché sur d'autres sujets dont l'introduction des énergies renouvelables dans certains bâtiments publics. Plus de détails avec Issa Kawidrago et Frédéric Etienne Bassenga. Le Conseil des ministres adopte un décret relatif à l'appurement des dossiers en instance au niveau de l'éducation nationale. Cet appurement va concerner l'indemnité de logement, l'indemnité spécifique et la bonification d'échelons à titre exceptionnel. Le Conseil a décidé d'une mobilisation des acteurs intervenant dans le traitement des différents dossiers et leur regroupement pour une synergie d'action ainsi qu'une dérogation au calendrier de traitement de la solde mensuelle afin que tous ces dossiers-là puissent être enrôlés pour le mois de mai 2019. Tout ce qui est de la reprise des négociations sur le statut et l'écriture, du projet de statut valorisant, le Conseil donc a demandé que le comité de rédaction reprenne les travaux en concertation avec les syndicats le 2 mai 2019 et qu'en ce qui concerne l'écriture donc, les débuts de l'écriture se fassent le 6 mai 2019 à Kouloubou, avec un délai de 21 jours, de manière à disposer à la fin donc, du mois d'un projet de statut valorisant finalisé. Le Conseil des ministres a également examiné un projet de décret portant un régime indemnitaire applicable au personnel du cadre de la police nationale. Mais le gouvernement tient à préciser, toutes ces mesures ne remettent pas en cause la conférence sur la remise à plat. J'ai toujours rappelé que, quel que soit ce qui a été pris en compte, le propos c'était qu'à partir de 2019, ce soit les résultats de la conférence qui s'appliquent. Donc si par une des volontés d'un accord qui a été signé, il y a des acteurs qui en 2018 ont droit à quelque chose, il faut leur payer ce que l'État leur doit. Après ce qui va arriver en 2019, c'est un autre débat qui va être tranché donc par la conférence sur ces questions-là. Donc je ne souhaiterais pas que nous nous étalions sur cet aspect-là pour mettre à disposition différents acteurs sur cette question. Ce conseil adopte également un mécanisme visant à introduire les énergies renouvelables dans certains bâtiments publics. L'aéroport international de Ouagadougou, le ministère de l'énergie et du commerce, le bâtiment administratif et la mairie de Bordogo sont les bâtiments identifiés pour les essais. En bref, au tribunal militaire de Ouagadougou, l'audience du procès du putsch de septembre 2015 a repris ce matin et a sitôt été renvoyée. Le motif, la prolongation de la grève des avocats. Dans une correspondance en date du lundi 29 avril 2019 et adressée au président du tribunal, le bâtonnier de l'ordre des avocats notifiait au juge Seydou Ouedraogo qu'à l'issue d'une assemblée générale tenue hier, après la marche de protestation, l'ordre des avocats du Burkina a décidé de reconduire la mesure de non-participation des avocats à toute audience, et ce à compter de ce mardi 30 avril 2019 et ce jusqu'au lundi 6 mai inclus. Le président du tribunal militaire a donc renvoyé l'audience au mardi 7 mai 2019 à 9h. Dans l'actualité également, la première session du comité des écoles et centres de formation professionnelle se tient à Ouagadougou. Les membres de ce comité font le point de l'application du décret portant régime de la scolarité des stagiaires dans les écoles et centres de formation professionnelle. Il est aussi question d'identifier des solutions pour une harmonisation de la durée de la formation. Yacouba Gamene et Oumou Sissé. L'application des décrets portant régime de la scolarité des stagiaires des écoles et formations professionnelles n'est pas chose aisée pour les responsables de ces différentes structures. Des difficultés entravent le bon déroulement du décret entré en vigueur depuis 2 ans. C'est essentiellement la durée de la formation qui a posé problème, étant entendu qu'il y a des diplômes académiques qui sont donc assujettis à des contraintes universitaires. Il y a aussi d'autres diplômes qui font l'objet de réglementations au niveau des normes communautaires, telles que les infirmiers brevetés d'État, qui font l'objet d'une réglementation au niveau de l'Organisation ouest-africaine de la santé, que les normes nationales devraient intégrer. Donc nous avons connu toutes ces difficultés. Si l'harmonisation de la durée de la formation est un acquis selon Mathias Traoré, il reste pour le comité à s'accorder sur le nombre de mois de formation des stagiaires.
Pour l'instant, la durée de formation pour les agents de catégorie D et C est de 18 mois, pour ceux de la catégorie B, 21 mois, et pour les agents de catégorie A et P, la durée de formation est fixée à 24 mois. Le décret a également réglementé les dates d'intégration des stagiaires, les critères de sélection des enseignants vacataires et des stagiaires et l'élaboration des diplômes. Le monde du numérique est en perpétuelle évolution avec des données qui peuvent permettre de booster le développement des pays. Les nouvelles technologies telles que Big Data, Open Data ou Blockchain sont au centre de l'événement dénommé African Digital Tour. C'est une rencontre des professionnels des TIC qui se tient dans la capitale burkinabé. Paul-David Bambara et Omar Zambri. C'est une rencontre d'échange et de partage d'expériences sur les dernières innovations des technologies de l'information et de la communication. Cette 4e édition du Digital African Tour est placée sous le thème Big Data, Open Data et Blockchain, ces innovations qui vont transformer le Burkina Faso. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'échanger sur ces nouvelles technologies pour que l'Afrique ne se trouve pas toujours en train de rattraper son retard. Pour une fois, on veut être au devant, on veut maîtriser la technologie en même temps que ça apparaît, en même temps que c'est créé, en même temps que les pays développés. Et ne pas être là toujours en train de vouloir rattraper un retard. Créé en 2006, le Digital African Tour est un concept itinérant dont l'objectif premier est la promotion des TIC en Afrique. Et nous avons commencé à lancer ce Digital African Tour il y a une dizaine d'années. Et chaque année, donc, nous revisitons chaque pays. Nous savons aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, on a un certain nombre d'objectifs de développement durable. Donc il y en a 17 objectifs de développement durable. Et l'idée, c'est de voir sur les 17 objectifs du développement durable, comment le digital peut être un accélérateur de l'atteinte des objectifs de ces objectifs. Au cours de cette rencontre, plusieurs sous-thèmes seront développés, dont un sur la technologie blockchain. Après le Burkina Faso, l'initiative Digital African Tour va déposer ses valises au Maroc. La maîtrise des nouvelles données des TIC, voilà un sujet qui intéresse également l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Cela commence par l'acquisition de matériel informatique et de moyens logistiques, chose faite grâce à la coopération suédoise qui remet à l'ASCLC du matériel d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Yacouba Gamene et Zalissa Sanfou. L'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, ASCLC, reçoit ici des mains de la coopération suédoise un lot de matériel informatique et de moyens logistiques. Il s'agit de 4 véhicules 4x4 et de 36 mallettes composées de consommables informatiques et audiovisuels. Le tout d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Des dons qui viennent ainsi renforcer les capacités opérationnelles de l'ASCLC dans la lutte contre la corruption. Le matériel, comme vous voyez, les véhicules vont servir pour les missions des contrôleurs d'État. Et vous savez que les contrôleurs d'État sont compétents sur l'ensemble du territoire national. Et donc, quand nous avons un certain nombre de missions, il faut bien qu'ils puissent se déplacer. Et le matériel, les mallettes, vont être très utiles dans la mesure où cela va éviter que la situation que nous connaissions jusqu'à présent, où les contrôleurs d'État utilisent leurs propres outils informatiques pour faire le travail de la SGLC. Ça pose deux problèmes. Il n'y a pas de sécurité dans la mesure où c'est un outil personnel. Et donc, le professionnalisme est remis en cause. Aujourd'hui, les contrôleurs d'État auront tous les outils nécessaires quand ils vont en mission pour pouvoir recueillir les éléments de preuve afin de faire leur rapport et de les transmettre aux besoins à la justice. Cette remise de matériel entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement organisationnel de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, entamé depuis 2017. Un projet issu d'un accord de financement entre le gouvernement burkinabé et le royaume suédois. À terme, le projet est estimé à 900 millions de francs CFA.
Autre point de l'actualité avec ce sujet qui suscite la polémique depuis quelques jours à Bobo Dioulasso. Il s'agit de la déclassification d'une partie de la forêt de Kouya au profit du projet de construction d'un centre hospitalier de référence. Le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie, soutenu par d'autres structures de défense de l'environnement, désapprouve le choix de ce site. Explication avec Karim Ilboudo et Karim Sissi. Voici la forêt qui est au centre des débats ici à Bobo Dioulasso depuis quelque temps. La forêt classée de Kouya, située dans l'arrondissement 4 sur la route nationale numéro 1. Le ministère de la Santé avait demandé à la commune la mise en disposition d'une partie de cette forêt afin d'y construire un centre hospitalier universitaire de référence. Suite à cette requête, le conseil municipal, en sa session du 19 avril 2019, a donné un avis favorable au déclassement de 16 hectares de la forêt classée de Kouya. La réglementation en matière de déclassement de forêt prévoit qu'on puisse effectivement procéder à des consultations publiques et requérir l'avis de la population. Et en l'occurrence ici, ce qui s'est passé, c'est que le conseil municipal, l'organe délibérant donc de la commune, s'est réuni et a porté un avis favorable en vue d'enclencher, ou en tout cas de permettre d'enclencher la procédure. Le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie et certaines organisations de la société civile s'insurgent contre le projet de déclassement de cette forêt qui a été classée depuis le 27 avril 1963. Selon eux, Bobo Dioulasso doit son microclimat aux forêts périurbaines, dont celle-ci. D'abord, ce qui nous a fait tiquer, nous on pense que sur toute l'étendue donc de la commune, on n'a pas pu trouver un espace pour l'hôpital et c'est une forêt qu'on vient menacer. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Moi je suis d'accord pour l'hôpital parce que l'hôpital c'est pour tout le monde. Et il ne faut même pas que l'hôpital, là, rate cet hôpital. Mais vraiment qu'on trouve une autre solution, qu'on laisse la forêt. Il faut dire que la forêt classée de Kouya, c'est une forêt classée au nom de l'État. Et selon la réglementation en vigueur, il n'est pas prévu dans la procédure qu'une collectivité puisse se prononcer sur l'éventuel déclassement de cette forêt. Et également, en termes d'opportunité, nous pensons que la commune de Bobo n'est pas, en tout cas, assez acculée en matière foncière au point que ce soit dans une forêt classée qu'on veuille réaliser ce projet-là. Face à la polémique, le conseil municipal de Bobo Dioulasso précise qu'il n'a donné qu'un avis favorable. Le dernier mot revenant au ministère en charge de l'environnement pour un déclassement éventuel d'une partie de la forêt de Kouya. À l'étranger, au Japon, après 30 ans de règne, l'empereur Akihito a abdiqué ce 30 avril. Au terme d'une cérémonie ultra-protocolaire, l'empereur cède le trône à son fils aîné et successeur qui sera intronisé dès demain. La cérémonie d'abdication est la première organisée depuis plus de 2 siècles au Japon. L'empereur du Japon s'est livré à l'ultime cérémonie de son abdication, la première du trône du chrysanthème en 2 siècles. C'est dans la plus belle salle du palais impérial, Matsunoma, la salle de pain, qu'Akihito a mis un terme à plus de 30 ans passés comme symbole de l'État et de l'unité du peuple, et que son fils aîné Naruhito lui a alors succédé officiellement. Une passation de pouvoir très solennelle, durant laquelle Akihito, 85 ans, a remercié le peuple pour son soutien et prié pour la paix. Pendant son règne, il a cherché à soulager les souvenirs douloureux de la Seconde Guerre mondiale et à aider les plus marginalisés de la société japonaise. Populaire, Akihito fut le premier monarque à occuper le trône du chrysanthème en vertu de la constitution d'après-guerre qui définit l'empereur en tant que symbole du peuple sans pouvoir politique. Plus tôt dans la matinée, Akihito avait annoncé son renoncement à ses ancêtres et aux dieux dans plusieurs sanctuaires du palais impérial. Des rituels protocolaires très brefs qui ont été diffusés sur la chaîne publique japonaise NHK. Devant le palais impérial, des rassemblements s'étaient formés malgré la pluie.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite à 21h, le service des sports vous propose une émission spéciale étalon sur la RTB. Diagnostic d'un effondrement, thérapie d'une renaissance. C'est le thème de cette émission qui sera animée par Jérôme Tsendrebego. C'est une émission participative et vos contributions sont attendues au 25 31 83 53. Et après cette émission spéciale, Sanoua Christine Koulibaly vous retrouvera à 22h30 pour les dernières actualités de la soirée. Merci de votre fidélité à la RTB.